Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. 1. Le contexte. En ce début du XXIe siècle, les langues dites régionales de France sont confrontées à la question de leur survie. En métropole, on peut considérer que la transmission familiale, réputée naturelle, a cessé. Dans les Outre-mer, la transmission n'est pas interrompue mais néanmoins les langues locales sont en recul, comme on peut le constater, notamment à la Martinique ou à Tahiti. En ce qui concerne plus particulièrement les créoles à base lexicale française, ils sont également confrontés à des phénomènes de décréolisation, Bernabé 2012. Le recul des langues et parlers locaux est sans doute imputable en partie aux mutations sociales et économiques qu'a connues le XXe siècle, mais pas seulement. Il suppose la conjonction de deux phénomènes, les mutations sociales et économiques d'une part, le poids exercé par l'idéologie linguistique dominante, d'autre part, cette idéologie qui est un élément clé de l'idéologie de l'État centralisé, unitariste et uniformisateur se constitue au XVIIIe siècle et se radicalise sous la Révolution avec notamment le rapport de Abbé Grégoire à la Convention. L'opération idéologique de Grégoire est transparente et repose sur la conviction, héritée de la monarchie absolue, que l'unité implique l'unicité, puisque la nation a renoncé à l'unicité religieuse et à l'unicité de la personne du souverain, il faut fonder son unité sur une nouvelle unicité, celle de la langue. Encrevé 2008. Dans le domaine du droit, depuis les années 1980, une interprétation de plus en plus rigide des amendements constitutionnels, textes législatifs, jurisprudence, etc., a enfermé les langues régionales dans un cadre de plus en plus précaire, Verling 2000 et 2013, malgré l'avancée apparente que constitue l'inscription dans la Constitution en 2008 d'un article 75.1. Disposant que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, dépourvues de portée juridique concrète. Dans le domaine des médias audiovisuels, la place faite aux langues régionales reste globalement insignifiante, voire nulle pour certaines d'entre elles. On ne peut nier que depuis la loi d'Exon en 1952 autorisant l'enseignement des langues régionales, il y a eu des avancées, création de sections bilingues dans l'éducation nationale, contractualisation de l'État avec les écoles immersives associatives, création de CAPES de langue régionale et plus récemment des apostrophes. Une agrégation, mais ces avancées résultent de concessions dues à la pression revendicative et sont sans cesse remises en cause, comme on a pu le voir avec la réforme des collèges et le nouveau code de l'éducation, et plus récemment avec la réforme du baccalauréat. D'un point de vue quantitatif, l'enseignement des langues régionales reste marginal, sauf peut-être en Corse et en Polynésie française. De fait, l'État n'a jamais eu une attitude bienveillante à l'égard des langues régionales et les revendications concernant ces langues ont toujours été traitées avec mépris et condescendance, et n'ont jamais été prises au sérieux dans les milieux gouvernementaux, ni même véritablement écoutées. 2. La problématique. Dans ce contexte défavorable, on peut avoir des doutes sur la possibilité de survie de ces langues. Malgré tout, si la transmission naturelle des variétés vernaculaires a cessé ou est sur le point de l'être inévitablement, du fait de la disparition des locuteurs traditionnels ou locuteurs héritiers, les langues régionales continuent à être transmises à travers l'enseignement scolaire ou associatif et ou à travers des démarches individuelles de réappropriation ou exceptionnellement par une transmission familiale militante. D'où l'émergence d'une nouvelle catégorie de locuteurs généralement désignés par le terme de néolocuteurs. Précisons qu'il n'existe pas de profil type du néolocuteur. Entre le néolocuteur prototypique et le locuteur héritier prototypique, il peut exister toutes sortes de situations intermédiaires. L'enseignement des langues induit des phénomènes de réduction de la variation et d'uniformisation, que ce soit à travers des processus conscients de standardisation ou du simple fait des nécessités de cet enseignement. En outre, la pression qu'exerce le français se manifeste par un contraste entre la pratique des locuteurs héritiers qui utilisent des emprunts lexicaux, parfois nombreux, au français, mais qui conservent une phonétique, une phonologie et une syntaxe authentiques, et des néolocuteurs qui utilisent un vocabulaire épuré mais ont une phonétique, une phonologie et une syntaxe souvent fortement influencées par le français. La pratique des néolocuteurs se caractérise également par une tendance, consciente ou inconsciente, à se démarquer du français,
en choisissant les tournures qui s'en éloignent le plus, même si elles sont minoritaires voire très minoritaires, ainsi que par des hypercorrections, ou encore par des innovations n'existant pas dans les pratiques héritées. Enfin, du fait de la disparition des locuteurs héritiers, les néolocuteurs ont peu ou pas de contact avec des locuteurs natifs, ce qui n'était pas encore tout à fait le cas dans les dernières décennies du XXe siècle, et n'évoluent pas dans un contexte social permettant un usage normal de la langue dans la vie quotidienne, leur usage de la langue se limitant à des pratiques culturelles ou militantes. Ces facteurs contribuent souvent à créer un sentiment de rupture et peuvent être à l'origine de phénomènes de rejet des façons de parler des néolocuteurs. Ce volume se propose de réunir des contributions évoquant ces problématiques, en liaison notamment avec les questions d'enseignement et de standardisation, tant du point de vue de la linguistique descriptive que de la sociolinguistique. Mercedes Banegas Saorin. Jean Sibylle. Référence. Bernabé Jean, 2012, Réflexion sur l'art de la décréolisation. Tous créoles. http://www.toutcréole.fr/2012/19/réflexion-sur-la-de Encrevé-Pierre, 2008, à propos des droits linguistiques de l'homme et du citoyen, Diversité 151 pp 23 à 30. http://www.educ-revue.fr/affichage-document.aspx. IDOC = 37784. WOEHRLING Jean-Marie 2000. Les langues régionales et le droit constitutionnel français, in les langues de France. Tribune internationale des langues vivantes, 27 pp 20 à 24. WOEHRLING Jean-Marie 2013. Histoire du droit des langues en France, in Georg Kremnitz et Ali, _DS. Histoire sociale des langues de France, Rennes, Presse universitaire de Rennes, pp 71 à 88. Mercedes Banegas Saorin est maître de conférences en linguistique espagnole à l'Université Polytechnique Hauts-de-France et membre de l'unité de recherche Descripto. Jean Sibylle est chargé de recherche HDR en linguistique occitane et romane au laboratoire CLLE, UMR 5263 CNRS, Université Toulouse, Jean Jaurès. Héritage et volontarisme, biographie et linguification. Jean-Michel Éloi. Université de Picardie. LESCLAP. Raccourci. Infet misemincher a raconté svi, sans vir touchki y au distimbopi d'un cho peu poussiou, din ch accent aigu s menière et foer, du côté sociolinguistique, glottopolitique. Et complice, et gestionné tch accent aigu qun, surtout si chez mimum. L'histoire dem famille, a les fouettes avaient eu plein de treux, pi des queues coésie perch accent aigu s jean qui l'ont raconté, ou coésie per le mémoire, mais total, chadon.ne image et commun qu'allait le société. Et dins l'histoire del parlure d'ej bonhomme, d'où qui grec au grand main détail, on ne comprend mi tout. Si tout haut il est imbrinqué dins l'histoire d'ej perlage picard, aussi voet un cho mollet plus clair sur l'histoire del perlure d'ego. Mais on pu points des ratcheurs del différent chintré ch accent aigu s menière causon rchu de notaillon, piche modèle, peut-être me mèche l'idée de perlage, ekche la dessure qu'au fouet del tchulcher acheteur, total, de ne point est à SN et avez eu perlage, chez un bohen plage pour herbailleur sémint passe. Abstract. Before entering en autobiographical narrative, we have to make ourselves conscious of a law of bias and weakness of inquiry, on the level of methodology, sociolinguistics, glottopolitics, etc. It is really complex to question a witness, a fortiori if he is ego. Our family biography is made on the basis of incomplete data, with filters by witnesses by memory, but it reconstruct a social landscape. The individual biography, though better stocked with fact, is also shrouded in mystery. A dynamic context, linked with the construction of language, throws some light on a geolinguistic history. But there is an insurmountable tension between inherited practices and the model, even the very concept of the language, concerned by today's cultural effort. All told, linguistic insecurity is a good observation point of those problems. Résumé. Avant de donner un récit autobiographique,
on prend conscience des biais et faiblesses de l'enquête en général, d'ordre méthodologique, sociolinguistique, glottopolitique. Interroger un témoin est très complexe, a fortiori si le témoin est égaux. La biographie familiale repose sur des données très lacunaires, filtrées par les témoins, par la mémoire, mais qui reconstituent un paysage social. La biographie linguistique individuelle, qui ne manque pas de faits objectifs, recèle aussi des mystères. Un contexte dynamique, lié à la construction de la langue, éclaire en partie l'histoire linguistique d'Ego, mais il existe une tension insurmontable entre les pratiques héritées et le modèle et même le concept de langue qui fait l'objet des processus culturels actuels. Au total, l'insécurité linguistique est un bon point d'observation de ces contradictions. Introduction. Le propos est d'articuler une réflexion sur la notion d'héritage, avec une approche autobiographique, plus exactement d'autobiographie linguistique. Cela pose d'épineuses questions de méthode. Je suis convaincu que beaucoup de personnes, impliquées ou non dans les mouvements linguistiques, partagent cette expérience dont je vais parler. C'est pourquoi il me paraît utile de l'exprimer et de la soumettre à votre critique, même si les questions sont plus nombreuses que les réponses. Dans cette autobiographie linguistique, vous le verrez, la présence du Picard ne fait pas de doute, mais c'est la notion de langue qui ne se laisse pas saisir à ce niveau. Bien entendu, il y a des enquêtes à mener à ce sujet pour dépasser le récit à la première personne. Cela a été fait, et les récits de vie se sont révélés extrêmement riches pour les linguistes. Nous avons à Amiens publié un ouvrage principalement fondé sur ces récits, concernant le Picard et les langues d'origine des migrants, Éloi et al., 2003. Je vais utiliser mon propre récit de la façon suivante. En interrogeant mes propres souvenirs, mais aussi à la lumière de quelques concepts élaborés dans des enquêtes, en essayant donc de me distancier. Au total, la démarche est donc composite, complexe, en termes de champ disciplinaire. Autrement dit, à l'enquête que constitue un récit de vie, j'essaie de conjuguer une démarche réflexive en visant résolument l'historicité du contexte. Cette démarche se veut éclairante à la fois sur une biographie linguistique, sur la langue picarde et sur la technique de l'enquête. Ce que résume le petit tableau suivant. Tableau. Thème, concept et champ disciplinaire impliqués dans une autobiographie linguistique, ébauche. En fait, finalement, en racontant ce qui va suivre, je vais aussi reprendre une conversation personnelle que j'ai eue avec bon nombre de chercheurs dans le domaine des langues minoritaires, et qui commençait toujours par la question « Et toi, d'où tiens-tu la langue ?» Rares étaient ceux qui avaient simplement hérité de la langue, c'est-à-dire qui étaient complètement dans la continuité d'un parler de leur enfance simplement reçu des parents. En somme, des locuteurs natifs tout simples. Non, décidément il est rare que ce soit simple parmi les gens de notre époque en France, du moins pour une génération née dans la seconde moitié du XXe siècle. Après quelques considérations générales sur l'héritage, la biographie et l'enquête, je suivrai la piste de l'autobiographie pour en arriver au problème clé à mes yeux que j'ai annoncé dans mon titre, celui du volontarisme, qui se révèle aussi celui de la linguification. 1. Quelques considérations générales. La thématique de ce volume concerne des usages hérités. Mais héritage de quoi exactement ? S'il ne s'agit que d'usages, peut-on supposer qu'ils se transmettraient sans conscience de langue ? J'ai compris la question ainsi. Quels sont les rapports entre les usages hérités, les usages renaissantistes, appris ou réappris par l'individu ou récemment créés par le groupe, et la conscience de la langue, la conscience que ces usages constituent la langue, dans le domaine des langues minorées, c'est-à-dire, au moins en France, de bilinguisme déséquilibré ? Il me paraît stratégique de mettre la question de la langue au centre de la réflexion, et non pas la description des usages langagiers seuls, pour plusieurs raisons. Nous autres linguistes, qui travaillons sur la langue, avons en commun de considérer qu'elle existe, parce que nous sommes à la fois les enfants du structuralisme, qui a objectivé la langue comme un en-soi, et inscrit dans un contexte social où il est normal de considérer que la langue existe. Et en écrivant cela, n'ai-je pas l'air de préparer l'assertion contraire ? Plus exactement, la langue, c'est ce que nous cherchons à travers le discours des témoins. Cette langue, nous la posons a priori le plus souvent comme un élément de la réalité. Mais cette hypostase est aussi un fait social et politique massif, aux conséquences sociales et politiques massives, qui déterminent de nombreux aspects des pratiques mêmes et surtout des représentations, c'est-à-dire des aspects sociaux du langage.
Dans le récit autobiographique linguistique qui va suivre, le témoin, Ego, est aussi le linguiste énonciateur des présentes lignes. De ce fait, l'enquête est à la fois approfondie et complexifiée par de nombreuses boucles rétroactives. Considérons d'abord Ego comme un témoin d'une enquête ordinaire. Que savons-nous, en général, qui doivent nous interroger sur la validité de nos enquêtes? Autrement dit, que peut-on croire de la part des témoins? Trop vaste question. Le chercheur cherche la langue à travers le discours du témoin. Cela signifie qu'il y a interprétation par le chercheur du discours du témoin, certes, par exemple quand le dialectologue note « langue maintenue », et même il y a évaluation de la valeur documentaire du témoignage, bon témoin. Mais il y a aussi interprétation par le témoin, ou bien en quelque sorte coloration évaluative par le témoin, de ce qu'il raconte, ou bien de ce qu'il se raconte d'ailleurs. Deux exemples opposés. C'est ce que nous trouvons dans l'insécurité linguistique, entre autres quand le témoin est convaincu qu'il parle mal, mais aussi c'est ce que nous trouvons chez une personne qui exhibe sa connaissance d'une langue. Dans les deux cas, la production proprement dite s'en ressent, et porte les traces de cette auto-évaluation, souvent désignée par un hypercorrection, hyperdialectalisme, etc. Qu'on étudie des formes linguistiques produites, ou des représentations épilinguistiques, il n'existe pas de témoin informateur, même Ego, sans idéologie, laquelle informe ou conforme des formes les productions. En considérant cette idéologie comme une description qu'il a dans la tête, et qui influence évidemment les réalisations langagières qu'il nous livre tout autant que ce qu'il nous raconte, on devrait donc, au lieu de locuteur, parler de locuteur-auditeur-descripteur. Immanquablement donc, se pose la question classique et fondamentale: à quel point un témoignage fabrique-t-il une réalité conformée par toutes ses interprétations? Saussure a puissamment soulevé cette question, CLG et Saussure 2002 Passim. Cherchant à définir l'objet propre de la linguistique, CLG Chap. 3. Saussure remarque que celui-ci n'est pas donné d'avance. Car bien loin que l'objet précède le point de vue, on dirait que c'est le point de vue qui crée l'objet. Fondamentalement, c'est la nature purement différentielle des faits de langage qui implique cette primauté du point de vue. La langue est donc un construit, résultant des multiples points de vue des descripteurs. En tout cas, c'est là qu'intervient ce que nous appelons, Forlot et Eloi 2010, un coefficient d'interprétation, la marge d'incertitude quant à l'exactitude factuelle des témoignages, en production et en réception, à la fois chez celui-celle qui produit le témoignage et chez celui-celle qui reçoit le témoignage. Cela va bien au-delà de certains hauts degrés d'incertitude repérables, qu'on appelle couramment le manque de fiabilité. C'est une incertitude profonde, constitutive, à la façon de la physique quantique, on n'y échappe pas. Il faut insister, dans notre domaine de sciences humaines et en particulier d'enquête, il n'est pas envisageable que cette incertitude soit nulle ou sans trace ni conséquence sur l'interprétation. Cette marge est en partie de nature sociale, car contrairement au mythe du spontané, le témoin informateur n'est jamais dans une situation non sociale, autrement dit libre de toute pression sociale. De plus, on peut poser que les locuteurs sont toujours en partie conscients d'eux-mêmes. D'une certaine façon, on peut dire qu'ils sont eux aussi observateurs d'eux-mêmes, mauvais observateurs, peut-être, mais tout de même réflexifs, ce qui ne signifie ni nécessairement explicite ni nécessairement pleinement conscient. La notion labovienne de style, relative à l'autosurveillance des témoins, pose qu'il n'existe pas de langage sans normativité, et que tout corpus doit être analysé de ce point de vue. Autrement dit, on pourrait poser sur toute production linguistique une sorte de coefficient stylistique incontournable, qui serait un passage obligé du chercheur face à son corpus et son terrain. Mais il s'agit aussi d'épilinguistique, car à travers ses efforts, le témoin dessine un certain portrait de la langue, il révèle par exemple ce qu'il pense correct ou expressif, ou souhaitable d'une façon ou d'une autre, c'est en quelque sorte le référentiel qu'il donne à sa propre normativité personnelle, confère. Eloi 1997 sur 116-120. Ce portrait de la langue influence évidemment ses productions. C'est en quelque sorte le livre de grammaire normative qu'il a dans la tête, et d'un locuteur à l'autre, il y a des différences. Par exemple, certains ne produiront jamais le mot pitchard pour picard, alors que pour d'autres, c'est la forme la plus picarde qu'ils peuvent produire. On peut enfin évoquer un biais glottopolitique, dans la mesure où le témoin, en nous livrant des formes linguistiques qu'il contrôle en partie,
produit aussi ce qu'il veut nous faire voir entendre comme langue au sens d'institution sociale. Dans certains cas, le témoin veut nous imposer d'interpréter sa production comme la langue A versus la langue B, projet qui est à prendre en compte dans l'analyse de sa production. Quant à l'enquêteur, on sait qu'il cherche à placer les faits observés dans la perspective d'une langue, son objet privilégié a priori. Ce que j'ai appelé le plan glottopolitique inclut un autre fonctionnement sémiologique, qui touche à la disponibilité-acceptabilité du signe langue. En effet, le signe que constitue la langue n'est pas forcément disponible pour faire effet de sens. C'est le cas en particulier si la langue est seule ou évidente, c'est-à-dire réputée seule, présente ou possible. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre langue disponible ou acceptable socialement pour des effets de sens. Cette évidence est particulièrement forte dans le cas du français en France, si l'on pense à l'absence des langues de l'immigration dans la sphère publique, par exemple. Quand un élu parle en langue étrangère, il ne suffit pas de se demander quelle est la cible, mais aussi quel est le statut de la langue utilisée. Dans cette même République, on peut entendre un élu parler anglais, qui commence donc à bénéficier d'un statut d'exception, mais très rarement allemand, russe, italien, espagnol ou chinois, et exclusivement dans des réunions de natifs. Or, pour l'utilisation des langues régionales, il en va un peu différemment. L'usage public, bien que rare, permet des effets de sens très forts, en particulier la connivence. En général, ces utilisations sont réservées à la scène régionale, c'est comme une norme dans la République française. On se souvient que François Bayrou a parfois parlé gascon en public au Conseil général de Pau, divers élus bretons également, mais il y a encore peu de temps, des journalistes de la presse nationale se sont scandalisés qu'un élu corse fasse un discours en Corse au Conseil régional de Corse. Le maire d'Amiens, Gilles de Robien, inaugura par un discours en picard le théâtre municipal des Cabotans à Amiens en 1997. On sait intuitivement à qui s'adresse la glotto-connivence en langue régionale, grosso modo aux électeurs sympathisants du mouvement culturel de la langue régionale. Il y a donc une cible politique, nous sommes bien sur le plan glottopolitique. Bref, à la fois la langue peut être trop évidente pour faire signe et être ailleurs un signe très fort, de connivence, d'appartenance, de provocation, etc. Dans les deux cas, l'usage de la langue est une pratique directement glottopolitique. La parole d'un simple citoyen comporte aussi cette dimension. Ces remarques en forme de précaution portent sur l'enquête en général, sous peine de naïveté. A fortiori, elles s'imposent dans le cas du discours autobiographique, du discours de l'enquêteur de soi-même. Au moins, le lecteur est prévenu. 2. Autobiographie. 2.1. Biographie familiale. En bref, je suis d'une famille de cheminots puisque mes deux grands-pères, deux oncles et mon père étaient au chemin de fer. Aux générations précédentes, des ouvriers agricoles et des migrants belges flamands. J'ai le sentiment qu'il y a toujours eu du picard dans ma famille. Dès qu'on cite cette présence du picard, on rencontre des différenciations sociales importantes. Par exemple, au dire de ma mère, mon grand-père maternel étant mécanicien de route, ce qu'on a appelé l'aristocratie des cheminots, c'était une famille où l'on parlait bien. Mon grand-père, né en 1890, fils d'ouvriers flamands immigrés à Beauval, village industriel de la Somme, avait travaillé à l'usine dès l'âge de 9 ans. À ma connaissance, il n'avait gardé du flamand qu'un juron. Ma grand-mère était fille d'une ouvrière agricole mère célibataire dans le Ponthieu, et ils habitaient à Abbeville, puis dans le quartier Saint-Acheul, quartier ouvrier d'Amiens dès les années 1920. Leur milieu d'origine était donc par excellence celui du parler picard, et ils sont restés ancrés dans ce monde, modulo une différenciation interne au milieu ouvrier et modulo l'évolution globale de la société quant au langage picard. Si j'en crois le témoignage de ma mère, le fait de ne pas parler picard était un élément de standing, ou plus exactement le fait de dire « je ne parle pas picard » était du même ordre que d'affirmer la bonne tenue des enfants, leur bonne éducation, le fait de ne pas boire, etc. Il s'agit bien d'une stratégie familiale, et pas seulement individuelle. Évoquer ces éléments biographiques, c'est donc renvoyer à la différenciation sociale au sein d'un quartier ouvrier d'Amiens. Il me faut distinguer la déclaration de la réalité, car je n'ai pas de document d'époque concernant la langue, excepté quelques lettres, d'ailleurs en excellent français. Et concernant les autres aspects de ce standing social,
Au fond, j'ai très peu de documents aussi. Le premier est le récit familial, selon lequel mon grand-père, après avoir travaillé à l'usine à partir de 9 ans, était entré au chemin de fer après la Grande Guerre, où il était devenu conducteur de locomotive, emploi ouvrier assez prestigieux. L'un de mes oncles était employé de bureau, à la SNCF aussi, l'autre était conducteur de locomotive, et ma mère, après son diplôme de couturière, a travaillé dans une banque puis est devenue mère au foyer. Je ne dispose donc que de quelques éléments objectifs, de très rares souvenirs personnels de mon enfance, inutilisables en l'occurrence, et des abondants témoignages de ma mère. Mais celle-ci, l'âge venant, a pu reconstruire l'ensemble en fonction de son propre destin de promotion sociale, vécu dans son couple. Par exemple, dans ces dernières années, j'ai entendu ma mère répéter des phrases en picard qu'elle avait entendues. Elle savait que cela m'intéressait et cela la faisait rire, mais elle les répétait d'une façon parfaitement authentique, alors qu'elle m'a toujours dit que, étant bien éduquée par sa mère, elle ne savait pas parler picard. Elle est décédée depuis 2016, et maintenant les souvenirs même de ces paroles commencent à se fragiliser dans ma mémoire. Du côté paternel, le tableau était bien différent. Fils d'ouvrier agricole également, mon grand-père paternel était manœuvre au chemin de fer, et ma grand-mère, fille d'ouvrier d'industrie à Albert, a fait des ménages toute sa vie dans des maisons bourgeoises. Elle avait, et exhibait parfois pour plaisanter, une compétence linguistique de bon français qui témoignait de ses fréquentations. La terre était un élément important de la culture familiale, sous forme de jardinage, ressource économique essentielle. Leur fille a épousé un relieur salarié, et leur fils, mon père, devenu électricien, a fait carrière à la SNCF. Nous habitions juste à côté de mes grands-parents paternels, et je les voyais tous les jours, je pense. Je n'ai jamais entendu mes grands-parents paternels, ni mon père, refuser le picard, de façon métalinguistique. Au contraire, je les ai souvent entendus prononcer, en les commentant ou non, des mots, des phrases, des expressions en picard. Cette pratique du picard était constitutive de la personnalité sociale de mon père, qui assumait complètement d'être un ouvrier devenu cadre. Il a pu lui arriver de dire « je parle picard » dans ce même esprit. Mais toujours, me semble-t-il, pour plaisanter, ou éventuellement pour insulter quelqu'un. Le bagage culturel hérité, ou encore la compétence linguistique, est certainement commune, grosso modo, à mes 4 grands-parents. Le français de l'école communale, et un parler fortement picardisé dans leur jeunesse, puis évoluant avec la société et avec la scolarisation de leurs enfants. Tableau, résumé d'histoire familiale, j'ai égale génération d'égaux. Mais les 2 branches de ma famille ont eu des attitudes différentes quant au picard, plus assumées voire revendiquées du côté paternel que du côté maternel, par stratégie familiale différente sur ce point. De cette différence, à vrai dire, je ne vois pas aujourd'hui qu'une quelconque conséquence est découlée. 2.2. Biographie individuelle. En bref, bien entendu, comme mes frères, j'ai reçu en héritage une certaine compétence en picard. Tel est le plus court et le plus courant résumé que je puisse donner de ma biographie linguistique, en ce qui concerne le picard. Je veux d'emblée préciser à propos de cette notion d'héritage, admettons ce terme puisque cette notion fait partie du titre de ce volume, qu'elle n'est pas obligatoire, contrairement à un héritage génétique par exemple. Mon frère aîné, devenu musicien, illustre parfaitement le refus, je ne l'ai jamais entendu dire un mot de picard. Cela montre que la métaphore de l'héritage est sujette à critique dans son principe, autant que dans son application pratique. Mais admettons même que j'ai reçu un héritage, ce que j'ai reçu, est-ce la langue picarde ? Car mes souvenirs ont évidemment été influencés par une histoire linguistique, et peut-être encore plus par une histoire d'idéologie linguistique, que je vais évoquer en quelques mots. Dans mon enfance, dans les années 50, je me rappelle avoir assisté à Noël aux représentations de La Fleur et Sandrine, à la salle dite La Cheminote, puisque le fondateur de ces cabotants, marionnette picarde, Maurice Daumont, était cheminot lui aussi. C'était bien. Nous, les enfants, nous amusions bien. La langue des héros La Fleur et Sandrine nous était aussi familière que celle des personnages secondaires comme Cho Blaise, Papa Tchotchou et les gendarmes. Il faut savoir que ce théâtre de marionnettes organise une véritable mise en scène des variétés linguistiques, du picard emblématique de La Fleur au français bourgeois du propriétaire ou au français méridional des gendarmes. Et pourtant,
je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler deux langues différentes. Le personnage le plus proche de nous linguistiquement, me semble-t-il, était Tcho Blaise. Parler picard, ce métaterme était loin de nous être étranger, c'était avoir le ton et le personnage de Blaise, ou mieux de Lafleur et Sandrine. Dans mon souvenir, mon grand-père paternel parlait ordinairement comme Lafleur, et ma grand-mère ou aussi mon père pouvaient parler comme Lafleur, mais parlaient en général, normalement, car le parler picard était marqué, réservé à certains moments de rire ou de colère. Sinon, la langue était un français régional ordinaire. Tout cela du moins, selon les souvenirs que je peux formuler aujourd'hui, en ignorant ce qu'ils valent. Bref, vivions-nous entre deux langues différentes ? Non. Nous vivions parmi des pratiques différentes et toujours contextualisées. De l'école primaire, il me reste peu d'anecdotes à ce sujet. Il y avait des mots picards. L'école elle-même organisait chaque fin d'année le bal des moucherons, égal des moucherons, c'est-à-dire des enfants, mais on disait aussi che accent aigu est chonasus, et ces mots étaient sentis comme plaisants mais autorisés seulement dans ce contexte festif. De même, dans le bulletin de l'association des parents d'élèves, FCPE, il y avait une petite chronique en picard que j'ai retrouvée plus tard. Le ton était celui d'un billet d'humeur humoristique. Je crois bien que mes parents le lisaient avec plaisir. Une autre anecdote, qui avait fait bien rire mon instituteur de CM2. Pour dire que mon chien était gourmand, j'avais écrit qu'il était gueulou, et il m'avait expliqué que c'était un mot picard, plus exactement nous prononcerions djeoulou, donc à éviter dans une rédaction. Mais on ne peut pas parler d'interdiction de la langue picarde, parce qu'en quelque sorte il n'y avait pas de langue picarde, seulement des pratiques qui n'appartenaient pas à la langue de l'école, ou plus exactement au registre des pratiques linguistiques normalement visées à l'école. Parler picard, c'était parler avec vulgarité, et à l'école nous étions là pour apprendre à parler correctement. Mais dans la cour, tout était possible, bien entendu. Il y avait donc des pratiques de langage diverses selon les contextes, celles de l'école, celles de mes parents, etc. C'est un bagage linguistique picard, c'est sûr, mais toutes ces pratiques sont-elles une langue ? Ou autrement dit, j'ai été confronté à des pratiques diverses avant même de penser des modèles linguistiques. Est-ce que j'ai entendu deux langues ? Ou plutôt un ensemble plus riche et plus souple ? J'ai interrogé à ce sujet un vieux copain d'école primaire, Éloi 1989. Lui, il a organisé ses souvenirs en deux langues, sans problème. Que faire d'autre ? Ce ne sont pas, évidemment, des façons de parler individuelles. En passant, on peut remarquer l'intérêt théorique de notre situation où la question est encore un peu ouverte. Ce que nous parlons, est-ce une langue ? Car pour le français, ou même le breton ou le corse, on ne peut plus se demander ce qu'est une langue. La notion est enfoncée dans les esprits avec toute la force séculaire des institutions scolaires et politiques. Je viens d'essayer de trouver une formulation nouvelle, avec les pratiques contextualisées, mais elles ne rendent pas compte d'une sorte de bipolarisation quand même, entre le registre de Lafleur et celui par exemple de mon instituteur, ce que l'on nomme tout simplement deux variétés différentes, en l'occurrence le picard et le français. C'est la mise en perspective historique qui va réconcilier mes souvenirs, et la segmentation des pratiques en langue contrastée. 2.3. Une prise de conscience tardive de la langue. A-t-il vraiment fallu que vers 18 ou 20 ans, j'entende parler ou que je lise des travaux dialectologiques ou historiques ou des pratiques littéraires ambitieuses pour que le picard comme nom de langue ou l'expression la langue picarde entre dans mes concepts ? Étais-je particulièrement en retard ? Ou bien, était-ce seulement à ce moment, c'est-à-dire dans les années 60, que les travaux des Vasseur, de Brie, Garnier, etc. atteignaient un grand public ? Et pourtant, pour la génération de mes parents, scolarisés dans les années 30, l'expression langue picarde figurait déjà dans certains manuels scolaires primaires, et ils la retrouvaient dans les éditoriaux en picard des bulletins de parents d'élèves, v. ci-dessus. Et puis, de quel grand public faisais-je donc partie ? J'étais quand même lycéen, puis étudiant en lettres classiques, très motivé par l'Antiquité, la philosophie et la musique classique, puis très engagé dans des démarches politiques, de portée nationale ou universelle, dois-je le préciser, et non pas régionale. Il est probable par exemple que dans le référendum de Gaulle sur la régionalisation en 1969, je n'ai vu que le départ du président et rien de motivant quant à la région. Bref, s'il est vrai qu'un mouvement se dessinait en faveur de la langue picarde,
j'en étais parfaitement éloigné, j'y étais parfaitement indifférent. Pourtant d'autres Amiénois de ma génération se sont engagés, dans les années 60, dans des activités picardisantes, ph. Pochet Gigi. Nasoni. Ce n'est donc pas une question de génération. Je peine aujourd'hui à m'expliquer pourquoi j'ai tant tardé à m'intéresser au picard, et à ma compétence picarde. 2.4. Reprise du récit biographique. Je peux quand même évoquer quelques étapes de cette prise de conscience, qui offrent des pistes explicatives. J'ai vécu quelques années dans l'Est de la France, en Franche-Comté, en prenant pleinement conscience de leur particularisme et donc du mien. Voilà une explication par le contraste géolinguistique. À un certain moment, petit à petit, j'ai ressenti une douleur de l'éloignement, un sentiment d'exil par rapport à ma famille ou bien ma Picardie. Je me rappelle par exemple avoir expliqué à des collégiens comtois leur accent régional, en l'opposant à l'accent picard. À la fin de cette période, le décès de mon père m'a déterminé brusquement à revenir à Amiens. Cette fois-ci, ce serait l'explication par la psychologie des profondeurs. Revenu à Amiens, dans un contexte de crise familiale, je me suis lancé au cours des années suivantes dans un projet de recherche sur le français populaire, que j'ai inscrit dans le cadre d'un mémoire de maîtrise. Et là, alors que mon projet portait a priori strictement sur la variation sociale, j'ai en quelque sorte trouvé sur mon chemin la réalité linguistique picarde, comme composante évidente du langage populaire de cette région. Ce qui fait que l'année suivante, mon projet suivant dans le cadre du DEA et loi 1986 a porté sur cette composante picarde. Dès lors, j'étais engagé dans une étude longue de sociolinguistique picarde, qu'a constitué ma thèse et loi 1989 et la suite. Et ce serait donc maintenant une explication par la démarche scientifique, bien que j'ai travaillé aussi sur d'autres sujets. Enfin, pour mener ces recherches, j'ai été amené à fréquenter le mouvement culturel picard, à m'y intégrer pour pouvoir l'observer et le comprendre, et finalement à m'y intégrer tout court. Ici, ce serait donc par un milieu social, à savoir par une mouvance associative animée de militantisme linguistique, que j'aurais été amené à évoluer. On peut d'ailleurs tout à fait imaginer d'autres événements, d'autres facteurs qui aboutiraient soit au même résultat, soit au résultat contraire. Les hasards de la vie professionnelle, de la vie amoureuse, des voisinages divers, des occasions diverses. Voilà tout ce qui peut contribuer à orienter les pratiques culturelles d'un individu pour le rendre indifférent ou pour le rendre intéressé et motivé pour la langue régionale. À moins que l'expression « les hasards de » soit trompeuse, il n'y aurait pas là-dedans de hasard ? Dans mon cas, cela a correspondu avec un retour dans ma région d'origine, après une coupure de quelques années. Quelle métaphore cela pourrait être du retour à la langue des ancêtres. Mais non. Même sous l'illusion de retrouver ceci ou cela, nos évolutions vont toujours vers l'avant. Il est toujours instructif de se comparer à ses homologues. Ce serait à vérifier, mais d'après bien des conversations que j'ai eues, dans la biographie des militants linguistiques des langues minoritaires, à la réflexion, il y a souvent, voire forcément, un schisme, un déclenchement du retour à la langue. C'est évidemment à travers l'expérience de la langue toi, en l'occurrence le français, mais aussi d'autres éventuellement, que l'on revient sur la langue voulue, c'est-à-dire objet de volontarisme, la langue qu'on a failli abandonner, etc. Dans mon cas, ce serait ce que j'ai nommé l'explication par la psychologie des profondeurs. Parmi les symptômes de ce schisme, les activités métalinguistiques concernant la langue voulue prennent une place considérable. Les militants de langue minorée sont en cela comparables aux puristes, qui sont aussi des militants de la langue nationale. Pas mal de ces militants deviennent des connaisseurs très fins et érudits, alors qu'ils n'ont pas forcément la même passion grammairienne ou dictionnérique pour la langue qu'ils parlent principalement, à savoir le français. C'est une grande chance pour les dialectologues de profession, qui trouvent chez eux une mine d'informations. Pour ma part, j'ai le sentiment de toujours apprendre sur le picard, bien que je l'ai enseigné un certain nombre d'années. Si l'on milite, c'est précisément pour aller à rebours de la réalité devenue spontanée, de la position basse de diglossie. Mais dans cette situation, on peut distinguer des types bien différents que je dénommerais le locuteur natif, diglotte, le néolocuteur, le locuteur naturel. Les locuteurs natifs,
qui pratiquent la langue sans forcément être militants linguistiques, du moins pas à tout instant, étant diglottes, ont appris depuis belle lurette dans quelles circonstances les plus nombreuses on parle plutôt français. Par conséquent, ils réservent la langue régionale, au sens quasiment amérindien du mot réserve, ce qui à la fois la protège et l'étouffe comme nous le savons maintenant. C'est ce qui explique l'anecdote suivante, rencontrée dans une enquête. Un locuteur exogène non natif du Picard, fier d'avoir appris la langue, l'exhibe à l'adresse de locuteurs natifs, un peu surpris, alors que ceux-ci, eux, la cachent en sa présence puisqu'il n'est pas local. Autrement dit, on peut opposer les démarches du néolocuteur et du locuteur natif de la façon suivante. Le néolocuteur apprend une langue, identifiée d'emblée par contraste avec ses autres expériences linguistiques, qu'il va pratiquer en améliorant petit à petit ses usages linguistiques. En même temps, il apprend et applique des normes d'emploi bilingues. Le locuteur natif, lui, apprend les usages linguistiques et il ne les conceptualise qu'ultérieurement éventuellement comme une langue, et il apprend en même temps les normes d'emploi diglotte, diglossie. Quant aux locuteurs naturels, dans toutes les langues régionales de France, ils se font rares. Nous entendons par locuteur naturel que la langue régionale est leur langue première et dominante, et qu'ils disposent de cadres sociaux où elle est normalement en usage. Ce type, réellement rencontré ou le plus souvent fantasmé, est pourtant l'horizon de normalité des haineux accents aigus aux locuteurs. Mais les circonstances ne permettent pas à ces locuteurs volontaristes de s'en rapprocher vraiment, au vu des critères cités plus haut. Cependant, ces types un peu caricaturaux sont parfois difficiles à identifier. C'est le flou qui domine dans la réalité. Une autre opposition est parfois flagrante entre les pratiques volontaristes et les pratiques non volontaristes. Les implications et conséquences sont bien plus lourdes, même si la frontière est parfois peu claire elle aussi. Si le néolocuteur est le plus souvent volontariste, et le locuteur naturel jamais, le locuteur natif l'est variablement. C'est là que je me situe, ce qui ne simplifie rien. Le volontarisme est un positionnement ou une posture du locuteur, une donnée psychosociologique et glottopolitique, qui suppose A, un modèle de langue ou référentiel dont le locuteur vise l'exhibition, B. Un contexte qui justifie cette exhibition aux yeux du locuteur, et C. Une idéologie linguistique ou une motivation à l'effort produit ainsi. Le purisme, voire l'hyperdialectalisme, comparable à l'hypercorrection labovienne, semble le trait le plus saillant permettant de repérer cette position. Ici, je suis incapable de me situer. C'est même précisément ainsi que je définirais mon insécurité linguistique. Un débat permanent entre les formes spontanées de mon Picard, et les formes normatives de ma connaissance savante de la langue. En effet, un certain nombre de picardisants choisissent le purisme, quitte à être peu compréhensible de la plupart des locuteurs moins militants, d'autres choisissent les formes spontanées de leur milieu, quitte à laisser dériver leur langue vers des compromis avec le français. Entre les deux, j'essaie de pagayer. 3. Volontarisme et linguification. Il me semble nécessaire, pour avancer dans la compréhension de ma propre expérience linguistique, et en supposant bien sûr qu'elle peut intéresser autrui, de lui donner un contexte socio-linguistique historicisé, c'est-à-dire intégrant la présence générale du changement, autrement dit le fait que les langues, comme les humains, sont historiques. De cette historicité des langues, dans le cas des langues minorées, on prend souvent pour indicateur la baisse ou la hausse statistique des pratiques et du nombre des pratiquants, pourtant bien difficile à appréhender. Pourtant, on ne peut pas se contenter de donner comme unique contexte dynamique cette baisse ou cette hausse statistique. Car en même temps, on voit se développer des pratiques créatrices, constructives, en progrès. Quels en sont les signes ? Au plan quantitatif, entre les années 1930 et les années 1990, la quantité de littérature éditée en picard a explosé. Et il existe aujourd'hui des institutions, associations subventionnées plus nombreuses. Dans une période que je situe entre le dernier tiers du XIXe siècle et les années 1980, au plan qualitatif, on est passé de l'affirmation des patois à l'affirmation d'une langue. Les pratiques d'écriture cherchent à se réguler, à la fois pour être cohérentes et pour s'opposer à la langue dominante. Ce processus de régulation mériterait des études approfondies. Il procède tantôt par application d'une norme explicite, qui est de fait une norme prescriptive, tantôt par influence de modèles qui existent en petit nombre, tantôt par des efforts individuels dans le cadre d'une écriture individuelle.
L'outil majeur pour décrire la langue dans sa dynamique est à mes yeux le concept d'élaboration, OSBO, proposé par H. Kloss, 1967. Ce chercheur a distingué dans l'histoire des langues deux types de langues. Quand dans le cadre d'un même réseau ou ensemble dialectal, on voit au cours de l'histoire apparaître des langues, cette création est pour une grande part due à l'élaboration, OSBO. Kloss oppose à cela les langues par distance, abstant, celle dont la distance est évidente et considérée comme une donnée évidente, aussi loin qu'on remonte dans le temps pour tout observateur et pour les communautés. Au sein des langues romanes, a fortiori au sein des langues gallo-romanes, l'OSBO domine. L'histoire du picard, comme celle du français et des autres langues romanes de France, sera décrite principalement par l'OSBO. Il faut ajouter l'apport de Muljacic, 1983-1996, qui, pour mieux historiciser les langues, a ajouté aux travaux de Kloss des aspects tout à fait intéressants pour nous. Gardant l'opposition entre langue et dialecte, qui désigne des statuts sociolinguistiques, il introduit les notions de dialectalisation et de linguification. Ces processus sont ceux qui nous interrogent, en particulier le second. La dialectalisation désigne par exemple ce qui est arrivé à la langue d'oc, grande langue littéraire internationale au Moyen Âge sous le nom de provençal, aujourd'hui linguistiquement en position très inférieure. Notons que c'est aussi de cette façon que beaucoup de gens se représentent le fait que le picard a failli être la langue nationale. Au contraire, c'est le second processus, me semble-t-il, qui décrit notre réalité, car ce qui était au XVe siècle. Pour éviter de débattre du Moyen Âge, une réalité de statut symbolique et social inférieur, sentie comme non autonome par rapport à la langue tois, le français central royal. Bref, ce qu'on appelle en France un patois, a fait l'objet depuis le XVIIIe siècle d'un processus d'élaboration, de conscientisation et de revendication symbolique en tant que langue. Mais la naissance, l'individuation d'une langue, dans le cas d'OSBO est un processus long. N'oublions pas que l'individuation du français, dans l'ensemble roman, au sein duquel s'est érigée la langue d'oïl puis le français par rapport au latin a pris plusieurs siècles. Que le même processus, en cours d'achèvement pour le picard, dure depuis 2 ou 3 siècles, ce n'est pas étonnant. Nous n'allons pas retracer tout cela en détail, mais on voit en quoi ce processus d'élaboration a pu être un cadre très large et en même temps très déterminant de mon expérience sociolinguistique du picard. Et moi, comme dit la chanson ? Qu'est-ce qu'un individu fait dans cette histoire, histoire au sens de la grande histoire ? L'individu est à la fois témoin et acteur. Comprend-il ce qui se passe ? Sa compréhension est fort limitée, mais aussi celle des groupes ou associations ou institutions, aussi à la fois témoins et acteurs, qu'on peut considérer comme des sortes de penseurs et agissants collectifs. Il est très fréquent que la question du devenir de la langue fasse l'objet de conversations, d'interrogations partagées. C'est l'occasion, me semble-t-il bien souvent, d'avouer que nous ne savons pas. Dans le mouvement culturel picard, tous ne sont pas convaincus que le processus de perte de la langue soit la seule dynamique possible et réelle. Mais la pérennité de la langue, ou sa montée en puissance et en statut, peu l'affirment aujourd'hui volontiers. Et pour Simuov, selon le mot attribué à Galilée, il existe toute une population, qui se regroupe plus ou moins dans le mouvement culturel picard. Associations, spectacles, écriture, discours de défense du picard, enseignement et vulgarisation. Un volontarisme qui continue à aller de l'avant, qui continue à participer de l'élaboration en même temps que de la promotion statutaire. Cela signifie-t-il une inscription dans une dynamique de la langue en progression ? Je l'ai rarement entendu affirmer, mais de fait, ce mouvement culturel participe à une évolution positive, au plan qualitatif, dans ce sens que la société d'aujourd'hui est capable de lui donner quelques satisfactions symboliques, voire quelques mesures concrètes, par exemple la création et le maintien d'un enseignement universitaire sur le picard. 3.1. Un individu dans la linguification. Pour revenir à ma passionnante autobiographie, ce qui m'est arrivé dans les années 80, à partir du moment où mon travail de recherche m'avait mis le nez sur la réalité linguistique picarde, c'est que, sous prétexte de connaître le milieu, je me suis rapproché de ce milieu picardisant. Mais les conceptions ont changé, puisque partant de faits picards qui marquaient le discours populaire, j'ai de plus en plus rattaché ces faits picards à une langue picarde. La réalité concrète des discours, je l'ai conceptualisée en la catégorisant en 2 langues. La présence d'un mot picard, de plus en plus,
je l'ai perçue comme manifestation de présence de la langue picarde. Cette langue, j'en ai parlé de plus en plus non pas comme un moyen de classifier des faits de discours, mais comme une réalité historique, régionale, peut-être même un peu ethnologique, en tout cas factuelle et objective. J'ai aujourd'hui conscience que le concept de langue picarde est un phénomène social, mais aussi pour moi, le fruit d'un travail individuel. Quant à mes pratiques, j'ai probablement toujours, en fonction des circonstances bien sûr, pratiqué plutôt le discours populaire picard, ouvrier et citadin, qu'une langue pure et cohérente comme celle qu'on trouve dans les pratiques puristes ou au moins normatives de certains cercles littéraires picards. Par exemple, je dis spontanément « CHE accent aigu est cho enfant » plutôt que CHE accent aigu est cho accent aigu fan, les petits enfants. Mais si je veux parler un bon picard, je vais dire accent aigu fan. Je suis pourtant un vrai picardophone, dans le sens où spontanément je ne dis pas les, je ne dis pas petit. Mes parents racontaient que l'arrière-grand-mère les accueillait en disant Bévelo CHE accent aigu SE accent aigu fan, et je n'ai jamais demandé la traduction. Par ailleurs, il m'arrive souvent de vérifier que j'ai des intuitions linguistiques, grammaticales, qui me font dire que telle tournure est picarde et pas telle autre. Mais spontanément, mon parler est en gros celui de Cho Blaise, le copain de la fleur. Pour faire un meilleur picard, il me faut un effort. Il est vrai que cet effort, je le fais souvent maintenant alors que je ne l'avais jamais fait avant les années 1980. Est-ce que, pour autant, le picard que je produis en public est artificiel ? À peine plus artificiel que le français correct que l'on prononce en public, quand on est d'un milieu pas trop scolarisé et que l'on fait un effort pour bien parler. La fréquentation du mouvement picardisant m'a amené à être attentif à la qualité de ma langue. Je reprends ici une expression sur laquelle j'ai publié un ouvrage il y a 30 ans, mais c'était à propos du français. Or ces pratiques normatives, il me paraît clair qu'elles s'inscrivent dans un mouvement de construction de la langue, mouvement auquel donc, je participe à chaque fois que je parle picard. Et je suis convaincu que le poitevin, le bourguignon, le gallo, langue d'oïl engagée dans un osbo comparable, font l'objet des mêmes tactiques individuelles orientées vers la cohérence des grammaires et la spécificité des lexiques. Autrement dit, l'effort normatif individuel débouche à la fois sur une cohésion linguistique du groupe et sur une construction de la langue. Une langue par abstant comme le breton, est-elle un cas radicalement différent ? Malgré l'éloignement du système linguistique par rapport au français, le grand nombre d'emprunts au français et la ressemblance malgré tout de certaines constructions, par exemple certaines constructions verbales avec le français, aboutissent à ce résultat paradoxal. Dans l'effort pour faire un bon breton, certains en arrivent à éviter des faits bien bretons uniquement parce qu'ils ressemblent à des faits français, Avzar Roger 2004. Autrement dit, on modifie un peu la langue bretonne pour bien marquer la frontière avec le français. Le même phénomène a été observé en occitan, qui est une langue romane, donc ayant beaucoup de faits syntaxiques et lexicaux proches du français. La langue reste vivante sous une forme mélangée, qui fut nommée, avec beaucoup de débats, franchitane, Gardy 1977, Boyer 1986, bien que le mouvement culturel occitan considère qu'il faut éviter ce mélange, discours normatif cohérent. C'est que construire une langue, ça consiste aussi à marquer des frontières, que l'on peut aussi nommer spécificité, autonomie, ou simplement différence, ou encore pratique ségrégative. Cela explique le tabou du mélange, dans une configuration bilingue, c'est-à-dire quand la situation se définit par la coprésence alternance de deux langues ou plus. Mais nous l'avons vu, cette configuration bilingue est une construction, et il est fréquent que cette mise en scène scindée ne soit pas réalisée. Par exemple, l'homme qui dit l'énoncé ci-dessous, réel, spontané, parlait-il picard ? La pro-MJRFWKELLEVI, il était tuto. La première fois que je l'ai vu, il était tout petit. On ne trouve ici de picard que FW, eto. On n'y trouve pas l'article L, ou la forme verbale etoué, marque picarde normale. Cette variété de langue est grosso modo la même que celle de Cho Blaise, dont voici un énoncé, tiré du répertoire théâtral. Ae moma beon vny à cause d'ola qui javava tua, au do beffroi. À un moment B, on est venu à causer de l'ange qu'il y avait auparavant tout en haut du beffroi. Ici Della et beffroi, l'ange, le beffroi comporte l'article picard, mais pour tout en haut le picard dirait plutôt tueo. Il me semble que c'est également ma pratique spontanée, dans une partie de mon réseau social.
Cette pratique est bien héritée, à côté d'autres qui sont volontaristes, cultivés et du français, lui-même variant entre des traits régionaux, dérégionalisés, académiques ou pédants. Conclusion. On présente ordinairement, à propos du picard et d'autres langues régionales, une sorte de tableau linguistique constitué de deux langues préexistantes depuis des siècles, auquel s'ajouterait un maladroit mélange, la dravie. Cette représentation ne me paraît pas juste, mais elle est claire et commode, et joue un rôle important dans la situation actuelle, ainsi présentée comme stable. La distinction soulignée par le titre de ce volume, entre usage hérité et usage renaissantiste, y ajoute la perspective d'une renaissance, c'est une vue dynamique et optimiste. La perspective constructiviste, dans laquelle j'essaie de comprendre mon autobiographie, est également compatible avec une montée en importance sociopolitique, empowerment selon le terme anglais à la mode, de la langue picarde, mais aussi avec une disparition des pratiques ordinaires naturelles, au sens indiqué ci-dessus. On peut en effet imaginer un scénario où la langue ne subsisterait que comme pratique purement patrimoniale, une sorte de volontarisme savant. Cette perspective sous-tend, me semble-t-il, les débats sur la standardisation de la langue. Au travers de mon effort autobiographique, on aura pu mesurer la difficulté de se situer soi-même, mais aussi après tout, bien qu'on l'oublie parfois, de situer un témoin quelconque dans le champ de contradiction qui rend notre problématique si passionnante. Si j'en juge par mon ressenti, et les échos qui me sont parvenus de mes compagnons de picardité, il y a sûrement lieu pour les observateurs linguistes de privilégier l'entrée dans les pratiques que constitue l'insécurité linguistique. En bref, le fait que le locuteur juge qu'il parle mal la langue, ou ce qui revient au même, le fait qu'il hésite à parler, qu'il prépare la forme de ses interventions, qu'il les spécialise dans le ton formulaire de la plaisanterie. Elle est un point critique, une sorte de révélateur de la situation réelle bien plus réaliste que les discours tenus, et c'est un facteur de différenciation très important entre les gens. La situation est d'ailleurs comparable parmi les héritiers de langues d'immigration. En outre, le sentiment d'insécurité linguistique dessine en contre-type la langue picarde telle que visée, voulue, représentée, la cible de tous ces efforts volontaristes. En ce qui concerne les pratiques actuelles, il en existe encore qu'on peut considérer comme natives, à la fois héritées et apprises, cultivées. Le type d'apprentissage qui ne devrait rien à l'héritage, à la transmission par le milieu, n'existe guère dans le cas du picard, contrairement à des langues qui disposent d'un standard scolaire et d'institutions scolaires. Le picard n'a pas cette chance. Mais dès qu'un individu se met à lire du picard et à tenter de s'exprimer dans un picard cohérent, en bref, celui de la fleur et non celui de Tcho Blaise, il se met à ajouter quelque chose d'un modèle, souvent livresque, à la langue dont il a hérité. Autrement dit, améliorer sa façon de parler, c'est faire un travail normatif, c'est cultiver son langage, et à l'échelle individuelle comme à l'échelle sociale, en faire une langue. C'est cette inscription sociale qu'il m'a semblé discerner aussi dans mon propre itinéraire. La question du volontarisme reste obstinément incontournable, en miroir de celle de la spontanéité. Pour dépasser les incertitudes du présent exercice autobiographique, il nous manque de pouvoir comparer des corpus caractérisés, autant que possible, par un volontarisme zéro. Autrement dit, nos analyses sociolinguistiques sont en retard sur l'observation des formes systémiques. Quant à celles-ci, nous les analysons à la lumière d'un modèle du picard, en contraste plus ou moins cohérent avec un modèle du français, et non en elle-même, en tant qu'état actuel des pratiques de cette région. Les pratiques mixtes ou intermédiaires, souples ou interlectales, selon le mot de certains créolistes, sont rendues difficiles à saisir par la prégnance des notions de langue, excluant ou marginalisant les mélanges, pourtant dominants au quotidien. Cette contradiction entre modèle de langue et pratique spontanée, ma réflexion autobiographique m'amène à y voir l'explication majeure de l'insécurité linguistique, la mienne et celle de quelques autres. Au total, une telle recherche autobiographique soulève beaucoup de questions, on l'aura constaté. Elle est, paradoxalement, moins simple que d'interroger un informateur car la mise à distance critique est difficile. Elle constitue malgré tout une petite expérience de vie, que l'on ne peut que recommander. Référence. AVEZARDROGER Cécile 2004. Proximité linguistique entre breton standard et breton dialectal et entre breton et français. Le cas des structures verbales, in Éloi J. Monsieur, édition, des langues collatérales.
Problèmes linguistiques, sociolinguistiques et glottopolitiques de la proximité linguistique, Paris, l'Harmattan. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.